par les temps qui courent de contraintes budgétaires complexes, c'est pas facile, quelques millions. Avant de passer la parole à nos intervenants, je voulais vous poser juste deux petites questions, parce que en réaction à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous nous avez présenté la fonction de collecteur de données comme une fonction extrêmement importante, stratégique, difficile. Ça doit se mener comme un essai clinique, c'est le terme que vous avez employé. Alors, la question est tout simple. Qui est-ce qui actuellement se charge de cette fonction difficile, compliquée? Comment ça se passe actuellement? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Moi, ça m'intéresse de savoir qui remplit cette fonction si difficile telle que vous nous l'avez décrite. Je l'ai un petit peu dit, il y a une très grande diversité des registres et cohortes, etc. Il y a des gens qui ont des moyens, qui ont des personnels dédiés à ça, et d'autres qui bricolent. C'est le clinicien le soir. Oui, bien sûr, mais il y en a voilà. beaucoup qui bricolent, parce que c'est quand même Oui, c'est beaucoup, inquiétant. beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, mais c'est pas inquiétant. C'est ce que je voulais juste vous la faire vraie dire. vie. Hein. La vraie vie, c'est, je sais pas, registre gaucher à 20h, le clinicien qui rentre. D'accord. Voilà. Alors, sur un tableau Excel, pas sécurisé. Enfin, voilà. D'accord. Autre question, vous nous avez dit que certains font le syndrome du propriétaire en quelque sorte, et vous avez dit que c'était un abus de pouvoir. Comment peut-on contraindre ces gens-là qui détiennent effectivement une information importante à céder cette information? Je vous poserai la question aux autres intervenants, mais vous-même, est-ce qu'on a un moyen pour débloquer un petit peu ces gens qui ont fait de cette information? On pourra peut-être parler du SNIRAM, qui est peut-être dans cette catégorie, d'ailleurs, qui pendant longtemps a freiné des cas de fer pour ne pas céder ces fameuses informations. Oui, il y a un premier moyen très efficace, c'est que les associations de malades concernées les obligent, parce que c'est eux quand même qui sont les premiers concernés par une bonne exploitation et une bonne valorisation de la connaissance. Et la deuxième chose, c'est que les agences qui financent ont décidé de ne plus financer si les données n'étaient pas disponibles pour des tiers. Donc, par exemple, l'appel d'offres de cette année pour les registres en France contenait des catégories à remplir en disant quelle est votre charte de réutilisation des données, quelles sont les contraintes que vous donnez pour accéder à vos données, etc. Et donc, les registres qui ne sont pas compliants à ça ne seront pas financés. Très bien. Et la Commission européenne obligera ça à partir de 2020. Très bien, on va demander à Elisa Salamanca ce qu'elle pense de tout cela. Mais vous avez employé le terme un peu suboptimal. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Vous avez des droits d'auteur sur ce terme un peu suboptimal? Non. Parce que je me promets de le réutiliser un de ces jours. Elisa Salamanca, on vous a rendu hommage à plusieurs reprises. Voilà, bonjour. Donc, je vais vous demander simplement, parce que vous êtes un cas un petit peu différent, est-ce que vous voudriez bien nous présenter un peu ce que fait la Banque de données nationale, qui est un organisme que vous dirigez, je crois, qui est un organisme plutôt récent, dont on attend beaucoup, évidemment, puisque vous allez être un peu au cœur du dispositif. Alors, présentez-nous un peu comment vous travaillez, ce que vous faites, et quels sont pour citer de nouveau Ségolène Aimé, quelles sont les quelques petites étapes qui restent à résoudre avant que vous deveniez totalement opérationnel? Vous avez quelques minutes pour faire ça. Allez-y. Bonjour à tous et merci pour les questions. Donc Madame Aimé a un peu présenté déjà le projet dans sa globalité et qui a bien rappelé les deux grandes étapes. Une première étape qui est BAMARA pour base maladie rare, qui servira à collecter les données dans le cadre du soin. Et l'étape principale suivante qui sera la création de la Banque nationale de données maladies rares, où on aura vraiment une étape d'identification, d'anonymisation pour faire une exploitation dans le cadre de la santé publique et donc de l'épidémiologie. Alors, dans le cadre de la mise en place de la Banque nationale maladies rares, moi, c'est vrai que je vois deux grands enjeux qui se démarquent réellement. Sans grande surprise, celui de la collecte des données. On a beaucoup, et vous l'avez rappelé, de bases nationales assez importantes et puis précieuses, le PMSI, le SNIRAM, qui permettent déjà d'avoir un certain nombre de données intéressantes. En revanche, elles ne sont pas tout à fait adaptées dans le cadre des maladies rares, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de créer la Banque nationale de données maladies rares. On a défini un set de données minimum qui permettait de répondre aux questions et aux objectifs qu'on s'est posés, puisque les autres bases de données, telles que le PMSI par exemple, fournit des données dans un autre objectif. On n'a pas un langage qui va permettre d'être exploité correctement. Alors, je cite un seul exemple, mais par exemple la façon de coder les maladies, qui ne permet pas derrière de les exploiter dans le cadre des maladies rares, ou les données qui sont recueillies, et tout simplement parce que l'objectif de ces recueils n'était pas celui qu'on s'est fixé avec la Banque nationale de données maladies rares.
Donc la collecte en elle-même qui a été faite à travers Bamara, c'est vraiment une première étape, mais nous, on vise vraiment un outil qui permette en fait aux médecins, aux centres de référence et aux centres de compétences de ne pas avoir à naviguer entre des outils différents. Donc vraiment l'objectif, c'est que tout ça soit intégré dans le dossier patient informatisé. C'est une étape qui n'est pas encore passée, donc c'est une des premières étapes à faire, mais qui est vraiment maintenant dans une très bonne voie. Dans très peu de temps, le ministère va lancer un appel à projet qui permettra de soutenir les centres hospitaliers dans la réalisation de ces modules maladies rares. Et dans tous les cas, en attendant qu'ils soient prêts, on a, nous, mis en place cette application Bamara qui permettra le recueil de ces données. Et donc dans le cadre du soin, mais c'est déjà une première étape. Données transversales qui permettront derrière de les exploiter. Le deuxième grand enjeu, et qui est peut-être encore plus important que le premier, et je pense que Madame Aimé l'a aussi très bien fait ressortir, c'est ces données, il faut les exploiter et il faut les enrichir. Le set de données minimum, il permet de répondre à un certain nombre de questions, mais on est vraiment loin du compte pour des objectifs de recherche et pour un intérêt pour les patients et pour avancer sur la recherche dans les maladies rares. Il faut qu'on pense vraiment à l'enrichissement de ces données. Pour moi, l'interopérabilité, donc c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans la collecte de données, mais c'est vraiment essentiel. On doit pouvoir enrichir les données du set de données Excusez-moi, minimum. vous pourriez préciser ce terme d'enrichissement des données pour un béotien comme moi? Qu'est-ce que ça signifie précisément? Justement, donc le set de données minimum, c'est un bon outil puisqu'il permet d'identifier les personnes qui passent dans les centres de référence et les centres de compétences. Mais derrière, on n'a qu'un petit nombre de données. Ce qu'il va falloir venir, c'est les compléter avec, par exemple, l'ensemble du parcours du patient dans le système de soins, les données qui seront collectées dans le cadre de la médecine de ville, dans le cadre des hospitalisations, les médicaments qui vont lui être prescrits, donc à travers le SNIRAM. Tout ça est maintenant assez possible. On pourrait même imaginer les données de France Génomique, les données des biobanques. À partir du moment où on arrive à faire un lien entre ces différentes bases de données, on a quelque chose qui devient particulièrement intéressant et c'est là où on a envie d'arriver. Et cette interopérabilité doit être pensée non seulement au niveau national, mais surtout et maintenant au niveau européen et international. Donc, bon, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se lancer, notamment avec la création des ERN. Et donc pour moi et pour mon équipe, je pense que ça va être une priorité aussi de s'intégrer bien et de s'intégrer dans ce système européen qui est en train de se monter. On est déjà parti sur de bonnes bases aussi, puisque un set de données minimum maladies rares européen a été proposé il y a très peu et complètement en adéquation avec le set de données minimum que nous avons adopté en France. Très bien, merci. Juste un petit détail. On nous a présenté, à nous journalistes, le SNIRAM comme étant une merveille que le monde entier nous enviait. En réalité, moi j'entends des bruits très contradictoires sur le SNIRAM. C'est juste un petit aparté, mais certains me disent que c'est une base de données épidémiologique dont on ne peut pas sortir grand-chose finalement, et que ce n'est pas une base de données épidémiologique, ce que tout le monde tend, tout le monde devient. Alors vous, quel jugement vous portez sur, et quelle place va avoir le SNIRAM dans cette collection de banques de données que vous allez, tant bien que mal, si j'ai bien compris, essayer de mettre bout à bout? Pour nous, le SNIRAM, il y a un certain nombre de médicaments traceurs dans le cas des maladies rares qui permet en fait d'avoir une vision exhaustive, exhaustive sur ces pathologies-là, mais on est loin, sur le compte de différentes maladies rares, d'avoir un médicament traceur pour toutes les maladies. Donc c'est là où je disais au début, le SNIRAM ne permet pas de répondre en fait aux questions qu'on se pose avec l'interconnexion entre les deux. En revanche, permettra derrière de retracer peut-être les dépenses. Ce sera des études médico-économiques qui permettront, à travers les données du SNIRAM, de faire ce lien avec la BNDMR et d'avoir une vision un petit peu plus large sur le parcours du patient, sur les coûts qui sont associés, sur les médicaments qui sont pris. Avant de donner la parole à Anne-Sophie Lapointe, mais c'est un boulot considérable qui vous attend, mettre ensemble toutes ces banques de données existantes avec des utilités plus ou moins importantes. Comment vous avez déjà une idée très claire de ce que va contenir la Banque nationale, d'une part, et d'autre part, de l'usage que les chercheurs et le personnel de santé en général pourront en faire? Alors, sur les données qui seront dans la BNDMR, je pense qu'on ne peut pas en avoir encore une vision précise, non seulement parce que le plan France Génomique est en cours, et je pense que ça sera un des bons leviers pour constituer la BNDMR ou pour l'enrichir. Il y a d'autres projets au niveau national et au niveau international qui sont en train de se monter et qui pourront aussi venir alimenter la BNDMR, ou en tout cas venir se mettre en lien avec elle.
En revanche, par rapport à l'utilisation des données, je pense que là, c'est vraiment aux chercheurs Bien sûr. d'en tirer profit. Très bien. Anne-Sophie Lapointe, c'est à vous. Vous représentez une association de malades, je ne me trompe pas, hein, les maladies du lysosome. Vous avez perdu quelque chose? Alors, non, comment vous réagissez par rapport à ce que vient de dire à la fois Ségolène Aimé et puis Madame Salamanca? Je partage. Vous partagez leur avis. Je m'en doutais un peu. Parce que c'est mon dada. Je crois d'ailleurs que le mot partage est le bon mot. En même temps, comme l'a très très bien précisé Ségolène, partager, mais il y a une rigueur, ça demande une méthodologie, ça demande des compétences. Je voulais partir déjà pour notre table ronde. Ce qui était intéressant, c'est qu'on est parti sur une hypothèse de départ, comme quoi c'est important de collecter ces données et surtout de les exploiter. Donc c'est important d'avoir ces données et surtout d'en faire quelque chose. Et je voulais juste reprendre un petit mot que Yann Lecam, qui est le directeur de Rordis, a pu dire à Malte au mois de mars, où il est intervenu en disant aucun pays ne pourra résoudre seul le problème posé par les maladies rares. Et je pense que ces données, leur objectif, c'est justement ce partage et ça demande une rigueur et une méthode. Vous adhérez à ce qui a été dit tout à l'heure par Ségolène Aimé, disant qu'il y a un certain nombre de gens qui s'estiment propriétaires? Allez, donnez-nous des exemples. Là. Complètement. Non, je ne donnerai pas d'exemples, mais au contraire, je mettrai en valeur des exemples qui sont Alors dites-nous des exemples qui marchent, voilà. Effectivement. On a la chance en France d'avoir un registre pour la maladie de Gaucher. Je sais qu'il y a eu un très bon travail fait entre Ségolène Aimé et Nadia Benmatoug. Et chaque année, il y a des publications sur ce que ce registre dit des malades, où ils sont, comment ils se constituent, etc. Et je crois qu'il donne énormément d'explications. Donc c'est comme si on avait... c'est le fait de pouvoir publier, c'est traduire ces données en langage accessible au grand public. Et on a besoin de faire de synthétiser tout ce qu'il y a dans ces bases de données et de pouvoir retranscrire dans un langage qui soit ensuite audible pour tout le monde, pour mieux connaître. Là, c'est pour une meilleure explication de l'histoire naturelle de la maladie. Dans le cas particulier des maladies lysosomales, qu'est-ce que ça va vous ajouter? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire en plus de ce que vous faites déjà? On parle de l'histoire naturelle qui est un gros mot, mais ça nous permet de mieux connaître à quel âge la maladie s'est déclarée. On peut mieux suivre les personnes, combien de personnes sont traitées. Voilà, on a un suivi beaucoup plus fin. On reviendra peut-être sur ce sujet. Frédéric Le Saulnier, je me retourne vers vous. Vous représentez le monde des chercheurs un peu ici. Vous êtes de l'INSERM, bien évidemment. Alors dites-nous rapidement quel usage, vous qui êtes chercheur en santé publique, quel usage vous allez faire de toutes ces banques de données? Est-ce que vous allez y trouver de nouvelles sources, plutôt de nouvelles pistes de recherche? Quel est le service que vont rendre ces fameuses banques de données? Alors, je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Je vais répondre à votre question, mais au préalable, je voudrais quand même dire que si je représente en effet l'INSERM, je suis juriste spécialisée dans la protection des données. J'ai travaillé 10 ans à la CNIL comme coordinateur du pôle santé avant de rejoindre l'INSERM en 2014. Et je suis aujourd'hui chargée de la mise en conformité des traitements mis en place à l'INSERM au cadre réglementaire à la fois national et européen futur dont Madame Aimé vous a parlé. Alors évidemment, les données, on l'a dit, les données qui existent du fait des évolutions des sciences et des techniques, aujourd'hui, elles sont multiples. On parle des données de recherche biologique ou en santé. Et à toutes ces bases qui sont en effet constituées par la recherche s'ajoute ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les bases médico-administratives, et notamment le système national des données de santé qui a été évoqué, qui comporte des données qui, il faut le rappeler, ont été rassemblées à des fins gestionnaires et ne sont pas initialement faites pour la recherche. Et puis à côté de ça, il y a aussi toutes des données qui peuvent être produites à l'aide de dispositifs de smartphones ou autres objets connectés. Et toutes ces données peuvent présenter des enjeux de santé publique majeurs, à la fois pour les patients,
pour les professionnels de santé, pour les décideurs publics aussi, puisqu'elles peuvent éclairer de façon peut-être plus objective les décisions qui sont prises dès lors que, au préalable, des études soient faites et que la recherche puisse valider la pertinence scientifique de ces données. Alors moi, je voudrais quand même insister sur un point. Donc, compte tenu des enjeux de santé publique majeurs en cause, l'INSERM s'investit de façon très importante pour faciliter à la fois l'accès et l'utilisation de ces données dans le respect de la réglementation et la sécurité des données, à travers notamment une infrastructure de recherche qui a été évoquée par Madame Aimé. En effet, le décret d'application de la loi de modernisation du système de santé donne à l'INSERM un rôle tout particulier dans les extractions et la mise à disposition des données du SNDS pour les chercheurs, afin de démultiplier le nombre d'opérateurs d'extraction et de mise à disposition. C'est un exemple. L'INSERM, par ailleurs, structure les communautés de recherche. Et donc, en effet, il faut réfléchir à des solutions onéreuses, certes, mais de mutualisation de l'expertise et aussi des outils qui vont permettre de garder ces données dans des conditions de sécurité de très haut niveau. Et je voudrais peut-être insister sur ce point parce qu'en effet, il existe aujourd'hui un cadre national pour protéger ces données, en tout cas un cadre de régulation de la protection des données qui est fondé sur une directive de 95 et la loi informatique et liberté qui, vous le savez, a été récemment modifiée à l'occasion de la loi de modernisation du système de santé. Mais il faut bien avoir en vue le futur règlement général relatif à la protection des données qui a été évoqué. Et je voudrais insister sur le fait qu'en matière de régulation des données, ce règlement conduit à des changements majeurs et en particulier à un véritable changement de paradigme. Pourquoi ? Parce qu'il substitue à une logique de formalité préalable. On demandait des autorisations, on faisait des déclarations, une logique de responsabilisation des acteurs qui vont être en charge de prouver de façon continue la conformité de tous les traitements de données à caractère personnel qui vont être mis en place au cadre réglementaire tant national, donc notamment la loi CNIL, la loi de modernisation du système de santé, la loi Jardé, mais aussi au cadre européen qui entrera en application le 25 mai 2018, c'est-à-dire demain, et qui soumet les organismes à un très grand nombre d'obligations nouvelles. Avant, on demandait, ce que je vous ai dit, l'autorisation à la CNIL, qui examinait votre dossier, puis vous l'obtenez. Maintenant, il va falloir mettre en place pour les organismes une véritable politique de gouvernance des données à caractère personnel, tenir un registre de tous les traitements, mener des études d'impact pour les traitements qui présentent des risques pour la vie privée, documenter tous les process en interne qui permettent de montrer qu'on se conforme à ce règlement. Enfin, il y a tout un tas, je ne vais pas tous les énumérer, désigner un délégué à la protection des données. Tout ça pour dire que ces données extrêmement utiles et il faut, je confirme, les utiliser, doivent être traitées avec la plus grande rigueur, expertise et aussi dans le respect de la vie privée des citoyens, et qu'à cet égard, les contraintes qui pèsent sur les acteurs vont être accrues et devront être intégrées dans leur système. Vous êtes passionné par ce sujet, hein, c'est vraiment quelque chose. Et en même temps, c'est une très bonne chose parce que la conformité, la sécurité, c'est aussi la confiance. Et le respect des droits des patients, c'est aussi la confiance. Vous avez parlé de la loi Jardé. Quand on interroge les industriels, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, ils estiment, à tort ou à raison, vous allez me dire s'ils ont raison ou pas, que cette loi Jardé est un obstacle plutôt à l'innovation en France, que c'est un frein administratif, qu'elle complique l'accès aux essais cliniques. Vous êtes d'accord avec ça ? Pas du tout, j'ai l'impression. Ce qui est exact, c'est que, vous savez, le droit de la protection des données ou le droit applicable lorsqu'on souhaite mettre en place des recherches dans le domaine de la santé ne cesse de se complexifier. Oui, je crois que là-dessus, c'est difficile de dire autre chose. Mais est-ce que cette complexification qui est souvent qui est une bonne chose puisqu'elle est destinée à protéger
Donc la confidentialité de ces cliniques se déroule maintenant dans le monde entier et les industriels choisissent les endroits là où c'est le plus facile, bien évidemment. Vous avez raison, c'est un domaine où la compétitivité Et internationale on voit bien, a un rôle excusez-moi, majeur. je vous recoupe la parole, vous en prie. pardonnez-moi, mais on voit bien que la France a plutôt perdu du terrain, d'ailleurs, ces dernières années, dans le domaine des essais cliniques, y compris d'ailleurs en cancérologie, qui était autrefois un des points forts du système français. Là où elle en avait gagné en 2006, lorsqu'elle avait mis en place les méthodologies de référence, la fameuse MR001, qui avait permis à beaucoup de chercheurs à monter ces projets. Alors oui, le cadre national est contraignant, à juste titre souvent, mais très complexe. Il y a quand même, dans le futur règlement général relatif à la protection des données, un board européen qui va être créé, parce que l'idée de ce règlement, je voudrais quand même revenir là-dessus, est de créer un droit unifié au sein de l'Union. Pourquoi ? Parce que la directive 95, comme c'était une directive, nécessitait des lois de transposition de chacun des États, de chacun des pays pour être mise en application. Donc il y a eu 28 lois de transposition interprétées de façon différente par 28 autorités de protection. Et l'idée de ce règlement, c'est de mettre en place quelque chose qui soit harmonisé d'un État membre à l'autre. Alors, rien n'est parfait parce que ce règlement a quand même des petits airs de directive, parce qu'il laisse des marges de manœuvre au niveau national aux États, en particulier en ce qui concerne les données de santé et les données génétiques. Toutefois, l'idée de ce board européen qui va prendre le pas sur l'actuel groupe, le G29, qui rassemble l'ensemble des autorités de protection des données, c'est de veiller à ce qu'il y ait une harmonisation, en particulier au niveau sectoriel. Et je pense qu'il sera très important, si on se rend compte que les contraintes qui s'exercent sur les chercheurs français vont très au-delà. On va voir ça maintenant. Nicolas Garçon, vous êtes un ingénieur, vous êtes un informaticien, vous devez gérer des terabits de données comme ça, et donc comment vous faites? Alors, juste une petite question de Béotien, encore une fois. Donnez-nous une idée un peu des volumes en termes informatiques qu'on doit brasser quand on gère une banque de données comme celle que vous avez probablement à l'Institut Imagine où vous travaillez. Alors, moi, je travaille essentiellement sur les données phénotypiques. La partie génotype, c'est une autre équipe qui gère ça. C'est une autre équipe. Donc, au niveau volumétrie, moi, je gère des données beaucoup plus petites. Alors, j'ai deux axes dans ce que je fais. Il y a une partie qui est très classique, qui correspond aux bases de données qui ont été très bien décrites par Ségolène Aimé, avec des données structurées, etc. Et il y a une autre approche qu'on essaie de mener, et pour le coup, là, on a une volumétrie beaucoup plus importante, qui est orientée sur les données textuelles. Et là, pour le coup, on est sur des volumes plus importants. Aujourd'hui, on travaille sur à peu près 500 000 patients, 4 millions de comptes rendus, 35 millions de données structurées et 20 millions de données codées extraites automatiquement. Donc là, on est sur des volumes plus importants. Ce sont les données uniquement produites par l'Institut Imagine ou bien non ? Non, j'imagine que non. Non, justement. Là, on travaille. Alors, l'Institut Imagine, en fait, c'est quadripartite. Il y a la PHP, il y a l'université, l'INSERM et la Fondation Imagine. Et elle est basée sur le campus de Necker. Donc, on travaille en partenariat avec Necker. Et donc, c'est des données qui appartiennent à Necker et sur lesquelles on travaille. Et donc, on est en train de développer, donc pour répondre à la slide qui est présentée, le recrutement passif, et notamment l'idée de pouvoir travailler sur les données produites pendant le soin, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de dire que finalement, les bases de données qui sont saisies par les médecins, en général, c'est sur des patients qui sont déjà diagnostiqués et sur des phénotypes qui sont déjà connus, identifiés. Et on va rarement coder des absences de signes. On peut en coder, mais on ne va pas forcément tous les coder. Et on ne va pas coder des suspicions. Et donc là, l'objectif, c'est de travailler sur des données textuelles produites au cours du soin par les médecins. Donc on les incite à faire de la littérature. Ces données textuelles, elles incluent les comptes rendus, elles incluent... Tous les comptes rendus possibles de consultation. Voilà. Il y a une étude là, de l'année dernière qui a montré que d'ailleurs, une étude sur les maladies cœliaques qui montrait que 80% des comorbidités associées étaient décrites uniquement dans le texte et pas dans les données structurées telles que le PMSI. Et vous avez les outils... Excusez-moi, je vous coupe de nouveau, mais vous avez les outils informatiques qui vous permettent d'extraire de ce contenu textuel les informations pertinentes, oui. Donc c'est tout le travail qu'on mène justement dans la plateforme, c'est de développer ces outils-là dans le cadre donc, de projets de recherche. Donc aujourd'hui, on développe des outils, demain... avec une certaine méthode, avec des méthodes à base de règles. Et là, dans les prochaines années, dans le cadre d'un RHU, donc d'un programme de recherche hospitalo-universitaire, on va mettre en place des méthodes d'intelligence artificielle
justement pour aller plus loin dans les méthodes d'extraction de connaissances à partir de ces données textuelles. Est-ce que vous faites le syndrome du propriétaire à l'Institut Imagine, tel qu'on l'a décrit tout à l'heure? Non, parce que ce n'est pas mes données, c'est celles de Necker. Donc, au contraire... Et sur les outils que vous mettez au point pour extraire l'information pertinente? Alors, non, justement, là, les outils qu'on a développés, on les dépose en open source. D'accord. Ah, c'est Donc, en open source, ouais, bravo, ouais, très bien. Donc là, Dr Warehouse, donc c'était un des outils qu'on a développé qui est en open source, et pareil pour les détections de contexte ou de négation sont en open source aussi. Très bien. Armelle de Gouvelot, je vais terminer par vous, ce premier tour de table. Vous êtes industriel, vous êtes l'industriel de service en quelque sorte. C'est ça. Oui, voilà. Et vous représentez une entreprise, Intercept, qui est une petite PME d'origine américaine, si j'ai bien compris, qui fabrique un médicament pour une maladie rare, mais pas si rare que ça, 3500 malades par an. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est une maladie très rare ou pas rare. Expliquez-nous ce que vous faites et quels sont... Expliquez-nous un petit peu votre projet, votre programme, et puis dites-nous quel rôle, justement, les banques de données vont jouer dans votre course, parce que vous, votre problème, c'est d'avoir un produit qui soit homologué par les autorités de santé. Tout à fait. Merci. On voit déjà à tout ce qui a été dit que c'est un univers qui est complexe. Il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de données qui sont hétérogènes. Donc c'est vraiment un monde qui est complexe. Et c'est sans doute d'ailleurs, je pense, un des enjeux de ce nouveau plan maladie rare, c'est d'arriver sans doute à peut-être homogénéiser l'ensemble de ces données existantes dans le cadre de ce plan et peut-être donner de nouveau à la France un leadership qu'elle a peut-être un petit peu perdu dans les maladies rares. Alors, pour ce qui est, nous, en tant qu'industriels, en fait, les besoins que nous avons concernant les banques de données, elles sont en partie communes avec les académiques et avec les cliniciens, mais on a une spécificité qui est que nous devons répondre, en fait, à des demandes des autorités françaises, donc la CNAM, l'HAS, le CEPS, et de plus en plus, d'ailleurs, également des autorités européennes. Donc, dans ce contexte, il est évident que nous sommes tenus à une qualité de résultats qui sont indispensables dans un temps donné d'ailleurs, sous risque de ne pas pouvoir ou mettre à disposition notre médicament aux patients français ou de ne pas pouvoir maintenir le médicament sur le marché français. Donc c'est vrai, on a cette exigence qui nous oblige à être extrêmement attentifs sur la qualité des données. Les données aujourd'hui qui sont pour nous particulièrement importantes, il y en a toute une variété, mais celles qui sont particulièrement importantes sont les données qui mettent en évidence l'évolution naturelle de la maladie, parce que plus on connaît l'évolution naturelle, plus on peut montrer l'effet d'un médicament éventuel. Ensuite, les données de pharmacoéconomie, on n'en parle pas beaucoup, elles sont rarement présentes dans les bases de données. Qu'est-ce qu'on entend précisément par la pharmacoéconomie ? C'est tout ce qui est, alors vous avez les coûts directs ou les coûts indirects, c'est-à-dire tout ce qui est la consommation de soins du patient. Et puis, si on prend les coûts indirects, c'est quelles sont les conséquences aussi un peu sociétales, même si en France, on n'en tient pas encore beaucoup compte, mais donc les coûts sociétaux de la pathologie. Ça, ce sont des choses qu'on connaît très peu dans les maladies rares. Et c'est vrai que quand on arrive avec un médicament où on nous demande de comparer l'efficience ou de montrer de l'efficience, quand on n'a pas de données du coût de la maladie et de ce qu'on peut diminuer comme coût, on arrive à des équations un petit peu difficiles parce que de toute manière... c'est dans le cadre de vos négociations avec le CEPS, par exemple. Absolument, et aussi une relation avec l'HAS. Donc, et puis donc, les dernières données qui sont de plus en plus importantes avec la médecine personnalisée sont les données de vraie vie. Les données de vraie vie, en fait, elles sont capitales parce qu'elles permettent de montrer l'efficacité du médicament en vie réelle, efficacité ou tolérance. Et on peut s'engager, nous aussi, dans les négociations auprès des autorités, à certains engagements d'efficacité et ensuite de négociation. Donc, pour arriver à générer ces données, évidemment, qualitativement, on doit s'assurer... Quelqu'un disait tout à l'heure que les bons registres ou les bonnes cohortes doivent quasiment suivre la rigueur d'un essai thérapeutique, et c'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, quand nous on s'adresse au centre de référence, parce qu'on s'adresse au centre de référence de la pathologie, il y a des gens qui ont énormément de bonne volonté, mais qui malheureusement, souvent dans les datas qui sont générées, n'ont pas, pour des raisons souvent ou de non-connaissance ou qui ne sont pas assez supportées par des techniciens, sont des datas qui ne sont pas utilisables pour nous. Donc on est obligé à ce moment-là de regérer un projet parallèle, de mettre en place une nouvelle cohorte ou un nouveau registre produits médicaments,
qui n'aura pas de connexion avec la base initiale générée par le centre de référence. Et ça, c'est quelque chose qu'on supporte énormément, c'est-à-dire d'essayer de mutualiser ces investissements, parce que nous, on met des moyens qui pourraient être utiles pour le centre de référence. Et là, je voudrais rendre hommage à ces centres de référence qui font un travail fabuleux et avec des moyens vraiment très très faibles, vraiment. Donc on essaye de les aider, on essaye de travailler ensemble. Mais je pense qu'il faut, dans le plan, donner des moyens aux centres de référence pour les aider à structurer. Mais ça, c'est pas un problème, vous savez bien, les moyens, on les a. On va peut-être passer aux questions, il nous reste une dizaine de minutes. Si vous avez des questions à poser à nos amis, oui, je vous en prie, je vous vois tout en haut là-bas. Si vous voulez bien, on va vous passer un micro. Et si vous voulez bien vous présenter, poser votre question de façon assez courte, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste à peine une dizaine de minutes. Je vous remercie. Bonjour, Myriam Richetti, chercheur Institut Pasteur. Je voulais aller un petit peu au-delà de la base des données, parce que quelqu'un a rappelé que dans 50% des cas, les gènes responsables des maladies ne sont pas connus. La situation est encore pire parce que dans les 50% des cas qu'on connaît, soit dans très peu de cas, on a des médicaments, et dans certains cas, comme dans les maladies progéroïdes, on n'a pas d'idée pourquoi les phénotypes est tellement dévastant. Donc, une des raisons de ça, c'est pas que les gens n'y ont pas réfléchi, et même des gens très brillants. L'effet, c'est que probablement on n'a pas les outils encore moléculaires et physiologiques pour comprendre ce qui se passe. Donc, pour remplir ces gaps, il n'y a qu'une chose, et c'est la recherche. Donc, la recherche n'est pas la cerise sous le gâteau, la recherche est absolument essentielle, aussi pour ce qui concerne les nouveaux traitements, parce qu'on a besoin du nouveau, pas uniquement de ce qu'on connaît. Et quand on parle de recherche, on parle de financement, et les financements sont, je ne sais pas si ceux qui sont dehors du domaine se rendent compte comment la situation est difficile, et pas uniquement pour l'analyse des données. Donc, investir dans la recherche, ça veut dire investir avec des financements pour pouvoir faire des choses dans le futur. Ce n'est pas un détail, c'est la chose essentielle. Très bien, merci pour ce plaidoyer qui n'est pas une question. Encore qu'on aurait pu poser la question tout à l'heure à la ministre de la Recherche. Ségolène, mais c'est vrai, les moyens, on est toujours confronté à cette qui c'est qui veut répondre à cette question pour autant qu'on puisse trouver une réponse satisfaisante? Oui, enfin, la question est très pertinente. Elle n'est pas vraiment dans le thème de la table ronde. Elle n'est pas dans le thème de la table ronde. C'est bien ça. Vous avez raison. Les moyens publics, les financements publics sont plutôt en décroissance qu'en croissance. Ouais. Voilà, donc écoutez, j'ai peur qu'on ne puisse pas répondre à votre question, madame, de l'Institut Pasteur. Et je suis absolument désolé, mais il va falloir que vous continuiez de vivre avec votre budget actuel. Non ? Non. Y a-t-il une autre question ? Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, je vous en prie. Jean-Louis Mandel. Oui, donc j'étais très intéressé dans l'exposé de Ségolène sur les données passives. Et là, est-ce qu'on n'a pas un problème en France sur ces données passives, du retard abyssal dans le dossier médical électronique? Pour donner l'exemple, en Pennsylvanie rurale, où il y a un medical provider qui s'appelle Geisinger, qui a 20 ans de dossier médical électronique, médecine de ville et hospitalière, et qui maintenant, en collaboration avec Régénéron, a 120 000 exomes sur des patients et fait donc les croisements entre données génétiques et données cliniques sur 20 ans. Comment faire pour rattraper ce retard? Et je ne parle pas de Kaiser permanente, je ne parle pas de la Mayo Clinique, etc., etc. Merci, monsieur Mandel. On en a parlé tout à l'heure pendant la conférence de presse. C'est peut-être qui veut répondre à cette question? Moi, je veux bien faire un commentaire parce que je discute très souvent avec les collègues américains. Il faut savoir que, certes, ils sont beaucoup plus développés que nous au niveau du dossier patient électronique, mais les médecins disent que maintenant, ils passent 80% du temps de consultation à remplir le dossier électronique et 20% à se poser des questions réelles et à parler aux gens. Et même, quelquefois, ils ne les regardent pas dans les yeux une seule fois de la consultation parce qu'ils sont tout le temps rivés à leur écran. Donc, je pense qu'eux, ils sont tombés dans l'excès et que même la consultation est rythmée par les questions du dossier électronique et non plus
par le flux naturel de l'échange entre le malade et le patient. Donc je pense, ce n'est pas bien de substituer la consultation médicale à la consultation constitution de base de données, sauf qu'ils ont réellement des données Aimée, que nous n'avons pas. Le DMP dont on disait autrefois qu'il s'appelait le dossier mal parti, et ça s'est vraiment terminé comme ça, a quand même coûté 500 millions d'euros. Ah non, mais on ne va pas parler du désastre français. On va pas en parler, c'est pas le sujet, mais c'est quand même un échec cuisant. Non, ce qui n'est pas normal, c'est vrai que l'informatisation de base du dossier patient dans les hôpitaux n'est même pas réalisée dans la plupart des hôpitaux, même pas les CHU. Anne-Sophie Lapointe, vous voulez réagir? On va vous passer, prenez le micro, voilà. Pardon, je voulais juste dire un mot parce qu'on n'a pas trop entendu parler du mot consentement. Et je crois très important de savoir à quoi on consent. Consentement des patients. Consentement des patients, parce qu'on parle de data et on parle de données de soins, on parle de données de recherche, c'est pas la même chose. Et mais les patients comment faire ces passerelles? Les patients sont toujours consentants. Parfois, ils peuvent avoir peur. Donc, comment on fait pour les rassurer? Comment on fait pour garantir cette rigueur, cette confidentialité des bases avec des serveurs qui soient avec un haut niveau de sécurité? Donc, il faut aussi les rassurer. Donc, je pense que cette confiance est très importante. Donc, je voulais insister quand même sur ce consentement qu'on a un peu survolé, évoqué, alors que du côté du malade, c'est quand même quelque chose de fondamental. Donc, voilà. Très bien. Nicolas Garcelon. Moi, je voulais juste apporter une précision par rapport au dossier patient informatisé, c'est-à-dire que je pense qu'il faut... là, il y a tout un truc à la mode aux États-Unis en parallèle qui s'appelle la médecine narrative. C'est revenir justement à l'idée qu'il faut décrire l'histoire du patient et ne plus cocher des cases. Pour le médecin, je parle, pour la partie soins, pour la prise en charge. Et je pense qu'il faut garder cette idée-là, que le médecin n'est pas là pour cocher des cases, il est là pour décrire le patient. Et c'est aux informaticiens de développer des méthodes pour réutiliser ces données et pour pouvoir les intégrer de manière automatisée dans une base structurée, pour pouvoir proposer des outils de recherche, pour pouvoir recruter des patients de manière optimisée, pour pouvoir fouiller le données d'un patient, pour retrouver la biopsie, pour coder l'information dans une base, etc. etc. Ou pour faire des calculs de similarité entre patients aussi. Anne-Sophie Lapointe. Oui, j'ai juste un point que j'ai oublié de dire. J'étais avec Anarat Orphanet comme copilote de l'axe 4 du PNMR3. On a eu la question du DNP. La question du DNP à l'heure actuelle, c'est que le DNP est un dossier de soins et ne peut absolument pas être, je dirais, réuni avec plusieurs DNP pour faire de la recherche. Et parce que c'est juridique. C'est porté par le malade. Donc, si on veut pouvoir colliger des DMP, il faut aussi changer la loi. Donc ça va très loin, cette réflexion. Les banques de données sauvages qui se mettent en place actuellement sous la pression des informaticiens ou des producteurs de téléphones mobiles, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, elles se font en toutes avec le consentement des patients qui alimentent tout à fait volontiers ces banques-là. Alors on en connaît plein dans le domaine du diabète ou autre. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous les incluez dans les banques de données sur lesquelles vous travaillez, Nicolas Garcelon? C'est quelque chose qui vous intéresse, hein, ces banques de données patients dont on a parlé tout à l'heure? Alors, je ne travaille pas sur ces données. Alors moi, je n'exploite pas les données. C'est les chercheurs qui les exploitent. Moi, je ne fais que proposer des outils pour les saisir ou les exploiter. Enfin, pour les exploiter. Donc, après, je pense que les bases de données... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de données environnementales qui peuvent être produites par ces outils-là et qui peuvent être très intéressantes, par contre, pour faire de l'épidémiologie ou même pouvoir analyser les données environnementales des patients par rapport à leur maladie. Et là, c'est des données qui peuvent être produites de manière publique. Très bien. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, je vois des mains qui se lèvent, mais je ne vous vois pas très bien. Je suis au centre en haut. Allez-y. Oui, je suis Jérôme Weinbach, donc je dirige Radico. Je voulais dire à quel point je trouve les synthèses qui ont été faites et les conclusions, les analyses et les conclusions de la situation justes. Je pense que l'interopérabilité, elle n'est pas que technique, c'est aussi une confiance entre tous les acteurs. Et la confiance, elle se joue au niveau juridique. Par exemple, l'envie de différents hôpitaux de collaborer ensemble sur une même base de données. C'est la confiance pour les patients au niveau du consentement, mais aussi, c'est facile de consentir parfois, mais c'est de contrôler ce qu'il devient de ces données et puis d'avoir un retour sur les résultats. Ça, c'est très important pour donner sens à une participation à des études cliniques. Je voulais juste poser une question, moi, sur un problème qui n'a pas été évoqué et qui, je pense, est assez critique aujourd'hui.
c'est la formation pour ces métiers autour des bases de données. On a besoin de développeurs, on a besoin de spécialistes d'analyse, de mathématiciens, de biostatisticiens. C'est des métiers pour lesquels il y a un manque de plus en plus critique, y compris au niveau du privé d'ailleurs. Je pense qu'il y avait une vraie réflexion sur les filières de formation à développer, intensifier en France, parce que le risque, c'est que sans une nouvelle génération, sans de jeunes acteurs qu'on pourrait former et prendre en charge sur ces bases de données qui ont vocation à durer, eh bien, tout risque de s'arrêter. Donc, merci pour vos commentaires. Vous-même, vous rencontrez ces difficultés dans le cadre de vos fonctions actuelles? Ce sont des difficultés qu'on rencontre tous les jours. Les grilles et les types de profils proposés par les institutions publiques et même les entreprises, nos prestataires les rencontrent aussi, ne suffisent plus pour attirer des jeunes candidats. Et donc, ça devient très dur, en particulier au niveau des systèmes d'information. Qui veut répondre à cette question? Est-ce qu'on s'est bien formé ces futurs exploiteurs de banques de données? Elisa Salamanca, comment vous avez précisément, dans le cadre de ce merveilleux projet, recruté les gens qui travaillent avec vous? Où est-ce que vous les prenez? D'où viennent-ils? Alors bon, moi, j'ai quand même... Et combien sont-ils payés, surtout? J'ai rejoint le projet il n'y a pas très longtemps. Je suis arrivée au début septembre, donc j'ai pas encore recruté grand monde. Mais c'est vrai que c'est des métiers qui sont en train d'émerger, qui sont aujourd'hui issus, par exemple, des écoles d'ingénieurs. Mais ça reste une niche. Et donc forcément, comme c'est des métiers qui sont extrêmement demandés, les prix sont particulièrement élevés. En fait, c'est là, je pense, où nous, en tant qu'acteurs publics, on n'a pas les moyens de financer aujourd'hui. Le profil type, c'est plutôt un ingénieur qu'on familiarise aux sciences du vivant ou bien un biologiste qu'on familiarise à l'informatique? Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir les deux voies, mais on part plutôt sur des ingénieurs ou des Bien sûr. informaticiens qu'on va familiariser avec Pour me rassurer. les sciences du vivant. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Parce qu'on va devoir conclure. Nous allons devoir demander à... Oui, on va vous passer un micro. Vous êtes au premier rang, c'est facile. Si vous voulez bien vous présenter. Il y a une autre question. Centre de référence maladie lysosomale. Je voulais dire qu'à partir du moment où on a un registre, une base de données et un suivi au long cours, je crois qu'on a une mission aussi qui peut être l'alerte concernant la pharmacovigilance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à mon sens, être inerte face à ces données. Il faut savoir pouvoir réagir face à un effet secondaire, un effet indésirable d'un médicament, car c'est notre mission et ça me semble indispensable. Donc le lien avec la pharmacovigilance. La deuxième chose, c'est concernant les données qui peuvent parfois ressembler, donc, comme on le disait, à un essai clinique. C'est vrai que dans l'idéal, pour exploiter au mieux ces données, ne pas avoir de trous, avoir des éléments dans toutes les cases, c'est l'idéal. Mais il faut aussi se méfier que, justement, on ne soit pas embrigadé au long cours vers un essai clinique ou vers un équivalent qui fait qu'on va surexploiter les patients avec des examens complémentaires qui vont se démultiplier. Il faut savoir se poser des questions sur ce que l'on fait sur le long cours. Et un registre peut d'ailleurs nous aider à nous dire, ben là, puisque c'est stable depuis plusieurs années, il n'est peut-être pas nécessaire de faire autant d'examens complémentaires. Donc la vivacité, la vie d'un registre est importante sur le long cours. Merci de défendre l'intérêt des patients, c'est tout à fait remarquable. Frédéric Le Saunier, vous vouliez apporter un commentaire rapide, 2 commentaires rapides, vous et... Rapide. Je voulais réagir sur ce qui a été dit. C'est vrai que c'est vrai que c'est difficile pour chaque équipe de se doter des compétences nécessaires à tous égards en matière technique, en matière scientifique, en matière juridique aussi. Et c'est la raison pour laquelle on doit réfléchir à des solutions de mutualisation à l'origine notamment de l'idée d'aider les chercheurs pour l'accès aux données du SNDS, parce qu'il faut des compétences scientifiques particulières pour pouvoir exploiter de façon pertinente de telles données qui sont, si on les livre aujourd'hui à un chercheur non formé, il ne peut rien en faire. Et puis, je voulais aussi insister sur ce besoin de mutualisation en matière de sécurité. Et en matière de maladies rares, il y a peut-être un facteur de sensibilité particulière, c'est que par définition, la maladie étant rare, il y a plus de risques de réidentification des personnes, donc plus de risques d'atteinte à la confidentialité. Donc il y a vraiment un besoin de réfléchir à des conditions de sécurité de haut niveau et peut-être mutualiser pour répondre
à ces besoins-là. Et puis enfin, pour réagir à ce qu'a dit Anne-Sophie, en plus des droits que doivent exercer les personnes concernées par le soin ou par la recherche, je pense, j'ai parlé de gouvernance data au sein des organismes. Il me paraît fondamental, en tout cas au sein des organismes de recherche, d'associer les associations de patients cette gouvernance pour revoir les protocoles types, les notes d'information types, les formulaires. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est pas vraiment en cause, c'est pas vraiment remis en cause, non? Alors on va donner le mot de la fin à Armelle de Gouvello avant de conclure avec Ségolène Aimé. Juste, je voulais rebondir sur ce que Madame Belmatoud venait de dire, sur le lien entre un registre et une étude éventuelle. On est complètement en phase avec vous. L'important, c'est à ce moment-là qu'on se mette autour de la table avec les autorités de santé pour qu'elles puissent comprendre vos contraintes et qu'on puisse intégrer dans l'évaluation de l'efficacité en vie réelle l'exigence de qualité, mais en même temps la contrainte réelle de tous les jours. Et si on a chose qui convient à tout le monde, là, je pense qu'effectivement, ces registres permettront d'aboutir à la mise, à disposition des médicaments que vous attendez. Dans toutes les tables rondes que j'anime et dans tous les débats auxquels j'assiste, on dit toujours maintenant, je crois que c'est la règle, le patient est au cœur du système. Alors, il faut dire que j'en ai un peu assez d'entendre ça. Est-ce que c'est une tarte à la crème ou c'est une réalité? Anne-Sophie Lapointe, quel jugement vous portez sur cette espèce de mots qu'on vous jette à la tête tout de suite? Le patient est au cœur du système de santé. Ça peut être une instrumentalisation, mais en fait, c'est un gain et c'est une efficacité. La seule chose, c'est qu'on a parlé de compétences et de formation, et que là aussi, ça demande de la formation de tous. Que ce soit aussi des associations pour pouvoir prendre la parole et comprendre, mais c'est normal, mais aussi de tous les autres acteurs, je dirais les investigateurs et les promoteurs, de voir quel est leur intérêt d'inclure très en amont du développement du médicament notamment l'association et pouvoir définir des critères, les endpoints. Vous, en tant qu'association, comment vous réagissez à l'arrivée imminente de ces banques de données qui vont être de véritables outils de décision d'une certaine manière et qui vont prendre le pouvoir au niveau de l'hôpital? Donc moi, je réagis bien parce que je pense que ça améliore la connaissance. Et ce qui nous manque dans les maladies rares, c'est justement une information qui est beaucoup trop parcellaire et un manque de connaissances. Donc c'est quelque chose de très positif. Donc vous êtes très contente que ça vienne? Oui. Très bien. Une toute dernière question et où on rend la parole. Non. On me dit non là-bas au fond. On me dit non, mais on me dit oui. Il faudrait savoir. On n'a pas le temps. Je me retourne vers vous, Ségolène Aimé. Je vais vous demander un exercice difficile, s'il en est, de bien vouloir faire la conclusion de cette table ronde. Peut-être vous pourriez vous mettre au pupitre là-bas. Vous voulez rester là? Comme vous voulez. Oui, non, je reste là. Ah, restez là. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de conclusion vraiment extraordinaire à tirer de ça, sauf que j'espère que vous êtes maintenant convaincus qu'il y a un gros effort de professionnalisation à réaliser et qu'il y a des soutiens potentiels à trouver dans vos institutions. Ça veut dire que c'est la fin du bricolage pour le meilleur et pour le pire. Le pire étant que ça va être un peu plus cher et difficile d'être en conformité, sauf que vous allez à la fin y gagner parce que vous aurez le plus de soutien de vos institutions et en particulier, du coup, beaucoup plus de facilité à faire des partenariats avec les équipes de recherche clinique de l'hôpital, des épidémiologistes, des unités de recherche, etc., parce que les données seront de meilleure qualité. Donc moi, je vois ça comme un cercle vertueux, sachant que, par ailleurs, je crois beaucoup à toutes les solutions comme celles développées par la Fondation Imagine. Il y a énormément de données à extraire du langage naturel, qui est quand même une merveilleuse façon de noter les choses et qui continuera à avoir de beaux jours devant elle. Et donc, je crois à cette autre piste. Et puis, je crois beaucoup à tous les efforts développés par Elisa Salamanca, qui sont une exploitation optimale, disons, des données déjà disponibles. Tout ce qui a été du recrutement passif de données à travers les laboratoires, etc. Donc, on voit très bien se dessiner l'avenir. Il y a finalement qu'une seule chose que nous, les acteurs ici dans cette salle, pouvons faire, c'est
faire évoluer le modèle de collection de données pour la recherche, ces fameux registres, ces fameuses cohortes, et s'assurer qu'on va vers un mode de gouvernance multipartite avec une bonne contractualisation des droits et devoirs de chacun et une exploitation optimale des choses dans un monde très très contraint financièrement. Et donc, on ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir des bases de données dissociées ou non complémentaires. Voilà. Très bien. Voilà, c'est la fin du bricolage. On laissera la conclusion à Ségolène Aimé en vous remerciant à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.